Déjà, bonjour et puis enchantée pour ceux et celles que je ne connais pas. Effectivement, moi, je suis chef de projet marketing développement cosmétique en freelance et j'accompagne les porteurs de projets ou les marques un petit peu plus établies dans le développement de leurs produits cosmétiques, donc dans la gestion du projet pur, sur toutes les étapes justement que peut comporter un développement de produits cosmétiques, des balbutiements voilà, du concept avec tout ce qui est élaboration du cahier des charges, etc., jusqu'à l'industrialisation et même plus loin s'il le faut. Et avec toujours en toile de fond un accompagnement marketing pour aider à la différenciation, au positionnement stratégique, etc. Et donc, Odile m'avait vue sur LinkedIn parce que j'avais publié sur mon site internet un article qui posait la question développer un produit cosmétique, est-ce que c'est long? La réponse est oui, bien évidemment, sinon ça serait trop facile. Mais ça, je pense que pour la plupart, vous le savez déjà. Et dans cet article, en fait, je décortique toutes les étapes, enfin toutes. J'ai essayé de décortiquer un maximum, mais chaque projet étant unique, bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Et donc, effectivement, la dernière fois, on avait fait une partie 1 qui portait sur le démarrage avec le cahier des charges, avec le choix du laboratoire, avec le choix du packaging. Et puis, on avait un petit peu évoqué les tests, mais comme je l'ai dit juste avant, un petit peu rapidement, parce qu'on s'est rendu compte que 2 heures ne suffiraient pas, c'est dire. Donc, si vous le souhaitez, je vais revenir un petit peu sur le sujet des tests qui n'est pas une mince affaire en soi. Et puis après, on passera aux autres étapes. Ça te va, Très Odile? bien, très bien, très, très bien. Désolée, vas-y. Mais tu sais, Odile, le bruit, on l'entend pas tant que ça, hein, si D'accord, d'accord, c'est pas j'avais gênant. l'impression. Non, non, t'inquiète pas, c'est vraiment pas, c'est pas gênant. D'accord, d'accord, merci, merci pour l'info. Du coup, les tests. Dans mon article, c'était l'étape numéro 6, donc il y en avait déjà pas mal avant. Mais les tests, ça représente quand même une grande partie du projet, du développement du produit. Et quand je dis grande partie, c'est à la fois au niveau du temps, parce que les tests, ça prend du temps, mais c'est aussi une bonne partie du budget. Pour ceux qui ont commencé un petit peu à attaquer cette phase test sur le produit cosmétique, en fait, tous les tests qu'on doit faire réaliser sur son produit avant la mise sur le marché, c'est les tests qui sont réglementés par le règlement européen des cosmétiques, donc pour des cosmétiques qui vont être commercialisés dans l'Union européenne. Parce qu'après, la réglementation cosmétique, comme vous devez le savoir, elle est différente, par exemple, aux États-Unis, elle est différente en Asie. Mais en tout cas, le règlement européen impose un certain nombre de tests à faire effectuer avant la mise sur le marché. Et donc, j'avais découpé ces tests en 3 grandes parties, où vous avez une première partie qui va concerner la conservation du produit. Donc, vous avez plusieurs tests pour évaluer en fait de quelle manière le système conservateur de votre produit cosmétique, que les conservateurs soient synthétiques ou naturels, hein, peu importe, à se défendre justement contre l'éventuelle contamination bactérienne. Donc, vous avez un premier test qui s'appelle le challenge test. Et en fait, ce test-là, il va consister à inoculer volontairement un germe dans le jus, entre guillemets, donc dans votre produit cosmétique, pour voir justement comment le système conservateur va se défendre. Ça, c'est le premier. Et ensuite, vous avez donc ceux qui vont prendre beaucoup de temps, qui sont les tests de stabilité du produit. Donc, en fait, les tests de stabilité, là, ça va consister à mettre le produit dans des conditions de vieillissement accéléré. C'est-à-dire que vous allez avoir un produit qu'on va mettre, par exemple, à 45-50 degrés. Donc, dans une étuve, vous allez avoir un produit qu'on va exposer volontairement aux UV, un produit qu'on va mettre au frigo. Et en fait, tout ça, ces stabilités en accéléré,
Au bout de 3 mois, on considère que vous allez arriver à un équivalent de, il me semble que c'est 2 ou 3 ans, je ne me rappelle plus exactement, de stabilité en temps réel. C'est pour ça qu'on les met en accéléré, parce que vous vous imaginez bien déjà que le développement d'un produit, c'est long. On ne va pas s'amuser à attendre 3 ans et heureusement avant la mise sur le marché. Donc ça, c'est pour les stabs et donc les stabilités. J'anticipe la question. C'est donc au bout de 3 mois de stabilité que vous pourrez mettre votre produit sur le marché. Tout en sachant que après ces 3 mois, il faut quand même que donc le laboratoire ou vous, ça dépend qui formule, garde quand même un exemplaire en stabilité en temps réel pour regarder après comment évaluer le produit à 6 mois, à 1 an, à 2 ans et à 3 ans. Voilà pour les tests de conservation. Je ne sais pas s'il y a des questions parce que je parle beaucoup, mais aussi pour l'instant ça va. Sinon, je continue, hein. Allô, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je n'étais pas présente lors du dernier live, mais je l'ai vu en replay. Moi, j'aurais des questions toujours sur le test de stabilité en ce qui concerne les produits dédiés pour les femmes enceintes et allaitantes. Est-ce que ce sont les mêmes ou est-ce qu'il y a des tests supplémentaires? Il y a des tests spécifiques, il me semble. Alors, pour les enfants moins de 3 ans, ça, c'est sûr qu'il y a des tests spécifiques. Et pour les femmes enceintes, je pense aussi qu'il y a des tests spécifiques pour pouvoir alléguer avec certitude, donc c'est-à-dire écrire sur vos produits pour femmes enceintes. Sinon, D'accord. pour ça, je ne pense pas que ça soit possible parce que comme vous le savez, pour les produits destinés aux femmes enceintes, on va éviter tout ce qui est huiles essentielles Mhm. qui peuvent avoir un potentiel allergisant et qui en fait pénètrent, si vous préférez, dans la peau et qui vont aller même un peu plus loin, même se diffuser un petit peu plus loin, même dans les vaisseaux sanguins. Donc on évite complètement les huiles essentielles. D'accord. Et peut-être qu'il y a d'autres matières premières aussi à éviter. Comme le linalol, ce genre de Ouais, choses. le linalol, c'est un des allergènes justement étiquetables, qu'on appelle c'est les allergènes du parfum, en fait, si vous... Mhm. Et donc le linalol en fait partie, effectivement, D'accord. que vous Ok. retrouvez dans beaucoup d'huiles essentielles, en fait, le linalol. Ok. Et s'il n'y a pas ces produits-là dans nos cosmétiques, est-ce que de facto, on peut dire que c'est pour les... Enfin, c'est autorisé pour les femmes enceintes ou non, il faut quand même faire des tests, hein, Ça c'est normal. m'étonnerait, ouais. Je pense vraiment... Il D'accord. faudrait que je me renseigne, mais ça m'étonnerait que vous puissiez dire, sans avoir réalisé des tests au Mhm. préalable, qu'on vient aux femmes enceintes. D'accord, merci. Je vous en prie, je me renseigne pour la prochaine fois et puis je dirai ça à Odile. Donc voilà. Ensuite, on a les tests qu'on appelle d'innocuité, où là, en fait, ce sont des tests qui vont permettre de s'assurer de la sécurité à l'application du produit. Donc, vous avez le premier qui est le plus connu, entre guillemets, qui s'appelle le patch test. Le patch test, en fait, on va appliquer le produit sur la peau en occlusif et vérifier qu'il n'y ait pas d'irritation à l'application du produit. Donc ça, c'est pour le patch test. Après, vous avez les tests d'irritation oculaire, mais bien sûr, quand le produit se destine à une utilisation au niveau du contour de l'œil. Sinon, ça n'a pas... si c'est une crème pour le corps, il n'y a pas d'intérêt. Vous avez aussi les tests d'usage, où là, contrairement au patch test, où on va vraiment appliquer une quantité sur une petite partie de peau et en occlusif, là, le test d'usage, on cherche vraiment à évaluer la sécurité du produit, l'innocuité du produit, avec un usage dans les conditions qu'on prévoit pour l'utilisation du produit. Donc, l'exemple que j'avais donné la fois dernière, c'était si par exemple, vous voulez faire tester un dentifrice en test d'usage, il faudra bien évidemment que ça soit testé donc, au niveau de la bouche. Il faudra que ça soit testé avec la quantité prévue pour l'utilisation et il faudra que ça soit testé avec le nombre de fois qu'on est censé l'utiliser par jour, donc a priori 2 fois par jour.
avec un certain espacement, etc. Les tests d'usage, on essaye vraiment de tester le produit dans les conditions prévisibles d'utilisation. Ensuite, vous avez tout ce qui est test de sensibilisation, le test de phototoxicité aussi. Test de phototoxicité qui consiste à regarder si l'application du produit ne va pas être dangereuse avant une application au soleil. Parce que vous savez par exemple que quelques huiles essentielles sont photosensibilisantes. Donc si le produit en contient, voilà, ça peut faire des réactions cutanées. Donc, pareil pour ça. Enfin, on a les tests d'efficacité. Et les tests d'efficacité, c'est tout simplement ceux qui vous permettent de pouvoir inscrire vos allégations sur les packagings de vos produits et pas que, hein, sur tous vos supports de communication. Si vous avez envie de dire que votre produit est anti-âge, si vous avez envie de dire qu'il est hydratant, qu'il est nourrissant, vous serez obligé de le faire prouver par des tests. Il est absolument interdit, encore une fois, dans la réglementation européenne, donc pour un produit qui sera vendu dans l'Union européenne, d'alléguer quoi que ce soit sans l'avoir fait prouver au préalable. Et c'est ce qui complique les choses, parce que comme vous vous en doutez, sinon c'est pas drôle, ce sont des tests qui coûtent cher. Donc malheureusement, parfois, voilà, on a déjà dépensé pas mal pour la formulation, pour son packaging, etc. Et on se retrouve un petit peu à court de budget pour ces tests d'efficacité. Et du coup, voilà, on se dit, c'est dommage, j'aurais bien voulu écrire que ma crème a telle propriété, puis finalement, on ne peut pas. Donc voilà, parfois, il y a un parti à prendre en se disant on peut lancer une première version du produit et puis plus tard, voilà, une fois qu'on aura généré un petit peu de chiffres grâce aux premières ventes, d'envisager des modifications de packaging, etc. Mais en tout cas, voilà, les tests, c'est quand même une sacrée partie, encore une fois, qui prend du temps et encore une fois, qui fait un petit trou dans le porte-monnaie. Donc, ce sont vraiment des choses à prévoir dès le départ dans votre projet parce que c'est une grosse poche. Et voilà, ne pas hésiter à échanger avec votre laboratoire sur tous ces sujets-là qu'ils maîtriseront complètement. Donc voilà pour les tests. J'ai une question. Oui. Justement, par rapport au test d'efficacité, dans le dernier live, vous en aviez parlé un petit peu en disant que justement, ça coûtait très cher et qu'on pouvait, par exemple, si on utilisait dans nos formulations des produits hydratants ou nourrissants, le mettre en avant et, par exemple, mettre des liens sur des thèses ou des documentations qui prouvent l'efficacité des ingrédients qu'on utilise. Oui, c'est ça. En fait, il y a des petites techniques, entre guillemets, pour essayer de contourner un petit peu la réglementation qui, ma foi, est très, très, très stricte en Union européenne. C'est que, alors déjà d'une, vous pouvez quand même essayer de profiter du fait que les consommateurs sauront quelle est la propriété d'un ingrédient. Je m'explique. Si moi, demain, et je pense que c'est le cas pour vous tous, si moi, demain, je vois une crème où on me marque au beurre de karité, je sais très bien ce que ça fait, le beurre de karité. Mhm. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Oui, il y a cette technique où on peut profiter voilà, du fait qu'on se dit que le consommateur va connaître l'ingrédient et qu'on n'a rien besoin de préciser, du coup, parce qu'on sait pertinemment que le karité va être nourrissant. Donc, super. c'est la première chose. Et la deuxième chose, oui, ce que j'avais dit, c'est qu'il existe une technique qui consiste à se dire que l'ingrédient, lui, il a des propriétés. Mhm. Si on reste sur le beurre de karité, on va se dire que le beurre de karité, il est nourrissant, émollient, entre autres. Si vous arrivez à trouver dans la littérature des thèses ou voilà, des textes, des comptes rendus de recherche ou des choses comme ça qui allèguent que le produit, l'ingrédient a bien ces propriétés-là, vous avez le droit de dire au beurre de karité nourrissant. Mais ce ne sera pas la crème qui est nourrissante. Ok, merci beaucoup. À vérifier pour les sources à indiquer et à quel endroit les indiquer, mais de mémoire, c'est quelque part dans le DIP. Voilà. Mais en tous les cas, il vaut mieux effectivement faire les tests pour être sûr quand on peut. Mais voilà, le laboratoire saura tout à fait vous recommander, vous conseiller sur ces choses-là pour essayer de, voilà, de vous faire contourner un petit peu la réglementation si au départ c'est un petit peu difficile de faire tous les tests. Ok, merci.
Bonjour Fiona, j'ai une question. Oui, bonjour. C'est pour les produits sans eau, par exemple les huiles. Est-ce qu'ils auraient moins de tests que les autres ou pas forcément? Oui, oui, ils ont moins de tests. Alors après, vous dire lesquels. Je crois par exemple, à vérifier, hein. Oui, Je crois que pour les produits sans eau, il n'est pas forcément nécessaire de faire des tests type challenge test. En fait, tous les tests qui vont être sur le sujet de la contamination bactérienne, logiquement, on n'a pas besoin de les faire parce qu'en fait, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de oui. contamination bactérienne. Donc en fait, pour moi, ça va être, vous allez gagner sur les tests de conservation, si ma mémoire est bonne. Mais par contre, pas sur les tests de stab, etc., parce que vous avez des huiles qui s'oxydent beaucoup, qui supportent très mal les UV. Il y a des huiles qui, entre elles, ne matchent pas, etc. Donc pour moi, ça va être sur le côté conservation que vous allez économiser en test. Ok, très bien, merci. J'aurais une question. Vous parliez tout à l'heure des tests de photosensibilisation. De phototoxicité? Phototoxicité, pardon, je n'avais pas le bon terme. Dans ces cas-là, est-ce que ces tests doivent être enclenchés basés sur ah ben oui, dans ma formulation, j'utilise tel type de produit qui potentiellement est à risque, par exemple un truc d'agrumes, j'imagine. Donc, du coup, là, il faut que je fasse ce test-là pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Ou alors, est-ce que, typiquement, une crème de jour, par exemple, je dois d'office faire ce test-là parce que je la mets le matin et ensuite je sors. Ça, c'est le toxicologue qui va vous le dire. Dans la première partie, on avait parlé de la préévaluation toxicologique qui arrive après les premiers essais formulation pour justement éviter de se retrouver à la fin, une fois qu'on a validé définitivement sa formule, avec quelque chose qui ne va pas passer au niveau toxico. Donc, effectivement, la préévaluation toxicologique, c'est d'envoyer la version la plus élaborée possible et la plus proche du résultat final au toxicologue, donc la formule théorique, hein, pour que lui, justement, vous dise d'une part quels sont les tests à faire réaliser. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre après de définir le temps passé sur les tests et puis le budget. Et qui va aussi vous alerter si jamais pour lui, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des dosages dans la formule, s'il y a quelque chose qui pour lui est dangereux. Si par exemple vous êtes sur un produit pour les enfants de moins de 3 ans, vous alertez sur une matière première qui n'est pas autorisée, etc. Donc ça, c'est vraiment le toxicologue qui va pouvoir vous répondre. D'accord, merci. Vous avez d'autres questions? Ben, écoute, apparemment, tout est bon pour l'instant. On continue. On continue. Merci. Ah oui, je m'étais fait une petite nota bene, mais ça, je vous l'ai déjà dit au final. À noter juste pour finir sur les tests que tous les tests ne sont pas obligatoires, donc bien évidemment, comme je vous ai donné l'exemple pour les tests d'irritation oculaire. Donc, comme je viens de le dire, effectivement, ce sera au toxicologue de vous aider à définir quels sont les tests nécessaires. Voilà pour les tests. Ensuite, il y a le côté, je ne sais pas si certains en sont déjà à cette étape, le côté de transposition industrielle. Je m'explique. Si vous partez sur un laboratoire qui formule et qui produit, vous n'aurez pas à vous soucier de cette étape-là. Ça sera leur problème. Enfin, ça sera toujours le problème du laboratoire si vous préférez, mais en tout cas, eux ont l'habitude et c'est leur matériel et voilà. Là où vous aurez besoin de vous soucier du côté transposition industrielle, c'est si vous faites appel à un laboratoire qui formule simplement. Donc, quand je dis formule, c'est travailler sur la formule. C'est-à-dire que vous avez donné un cahier des charges et la personne va formuler, mais en petite quantité, pour arriver au résultat que vous souhaitiez et qui fonctionne et qui est stable, etc. Sauf que, justement, une fois que vous avez terminé cette phase de formulation, que vous avez validé votre dernier essai, si vous êtes parti sur un laboratoire qui ne produit pas, il va falloir trouver justement un laboratoire, une unité de production, si vous préférez, pour produire en grande quantité, là, votre produit. Et donc, l'exemple que j'ai donné, qui, moi, me parlait pas mal dans mon article, c'est, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais par exemple, vous faites une recette de gâteau que vous avez l'habitude de faire.
Et un jour, vous avez beaucoup plus d'invités qu'à l'accoutumée. Et du coup, vous décidez de tripler les doses en vous disant, de toute façon, voilà, ça va forcément fonctionner. J'ai juste plus de personnes. Voilà, je fais 3 x 3, ça fait 9. Je mets 9 œufs, etc. Sauf que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, oui, ça ne fonctionne pas. Et donc, je m'étais posé la question. Je m'étais dit, mais quand même, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai loupé? Et au final, ça va être exactement la même chose avec une formule cosmétique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous augmentez beaucoup les quantités, vous allez perdre cette notion de proportionnalité. Donc, il y a tout un système à mettre en place qu'on appelle la transposition industrielle pour passer d'une production en toute petite quantité, quand on était juste sur la formulation, la mise au point de la formule en elle-même, et la production en grande quantité. Donc, ça va demander plusieurs essais, ça va demander peut-être que le formulateur se déplace lui-même pour essayer de donner des conseils, etc. Il y aura en général peu de problèmes sur des formules simples, entre guillemets, mais vous avez des formules qui nécessitent, je ne sais pas, par exemple, une forte agitation, qui vont nécessiter une chauffe. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, qu'on peut se retrouver avec des soucis et une production qui ne va pas fonctionner dès le premier coup. Donc, il y a déjà une chose qui peut être intéressante à respecter, entre guillemets, quand on essaye d'éviter tous ces petits soucis-là. Mon premier conseil, déjà, ça va être de partir sur les mêmes matières premières. Je veux dire la même origine de matières premières. Si au laboratoire, vous avez fait formuler avec des matières premières qui proviennent d'un certain fournisseur, d'essayer de rester sur parce que, excusez-moi, j'ai mon Siri qui se met en parce que le fait de changer de fournisseur, la matière première peut différer quand même légèrement sur ses propriétés. Donc, vous vous assurez d'avoir un petit peu plus de chances que ça fonctionne en restant sur les mêmes fournisseurs. Et puis, voilà, de toujours faire déplacer autant que possible le formulateur pour que lui puisse checker quel pourrait être le problème, si toutes les étapes sont bien respectées aussi, etc. Je ne sais pas s'il y en a qui en sont déjà là ou peut-être que vous avez tous trouvé des laboratoires qui produisaient directement. Où est-ce que vous en êtes chacune? Mais, en termes du moins d'étapes d'industrialisation, est-ce que c'est une étape que vous avez déjà franchie ou pas encore? Moi, personnellement, non, pas encore. J'en suis encore à la conceptualisation à l'idée et à qui je m'adresse. Mais c'est super de savoir déjà ces choses-là parce que l'histoire de la recette de gâteau qui force, ça m'est déjà arrivé et je ne comprenais pas pourquoi. Donc, c'est super de savoir ça dès le début, vraiment. Donc, merci beaucoup. Ah, mais merci, je ne suis pas la seule quand même. On n'ose pas le dire. Ah oui, mais il faut être bon partout. Non, mais exactement, c'est ça. C'est parce que si vous préférez, à partir d'un moment, je vais avoir du mal à l'expliquer très concrètement, mais en gros, on va perdre cette notion de proportionnalité, c'est-à-dire que vous allez mettre 2 œufs dans un petit gâteau, et puis finalement, quand vous allez essayer de tripler les doses, peut-être que ça sera un œuf qu'il manquera, ou vous voyez, ça va être pas grand-chose, mais ce sont des réglages à faire dans tous les cas. Et c'est quelque chose qui peut prendre du temps suivant la complexité de la formule, encore une fois. Et vous évitez un petit peu ce côté compliqué quand vous êtes sur un laboratoire qui, lui, produit, parce que le laboratoire, c'est son matériel. Donc déjà, il sait, il maîtrise, c'est lui qui a confectionné la formule. Donc, ça va être beaucoup plus fluide, en fait, si vous préférez, que quand on arrive sur une unité de production avec une formule qu'ils ne vont pas du tout connaître, même si le formulateur sera là en appui. Mais voilà, ça complique un petit peu les choses. Voilà pour la transposition industrielle. J'ai une petite question par rapport à ça.
Oui. Et un laboratoire justement comme ça qui peut formuler et produire, est-ce que vous pensez qu'il serait apte au tout début à faire des toutes petites quantités? Vous en parlez dans le dernier live, mais on n'avait pas le nom du labo qui produit en toute petite quantité. Alors, toute petite quantité, vous ne parlez pas du moment des essais, hein, vous parlez vraiment à la fin de fabrication. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ce que j'ai dit à Odile. Malheureusement, moi, j'en connais pas pour l'instant des Ah, d'accord. laboratoires qui fabriquent en toute petite quantité. Mais par contre, comme je l'ai dit à Odile aussi, je suis aux aguets et je vous cherche en ce moment des petits labos. J'en ai trouvé 2 déjà, donc je vais vous donner. Enfin, je passerai à Odile ou Ok. je mettrai dans le chat. Tu me diras, Odile. Mais j'ai déjà trouvé 2 petits labos qui seraient intéressants. Et merci de le rappeler d'ailleurs, parce que j'aurais pu oublier. Merci. Mon micro est coupé. Merci, merci Christine. Oh, c'est pas vrai. Ouais, je faisais la pipelette et puis personne me. Ok. Ouais, bah, je dis merci Christine. Odile, moi je voudrais bien poser une question. Je suis encore Oui, dehors mais et vas-y. malade. D'accord. En fait, mon problème, moi, c'est au niveau de l'animation des ateliers. Donc, je voudrais savoir comment puis-je réglementer mes formules pour les utiliser lors des ateliers. Alors, pour ça, je pourrais vous orienter vers une personne que Odile, tu dois connaître en plus. Elle vient de faire une vidéo là-dessus. C'était un petit live, une formulatrice qui s'appelle Olivia Paul. Ah oui. Voilà, et qui Ah, vient on de... pourrait avoir ses coordonnées alors. Bah, elle fait partie de notre réseau. On est en train de travailler chouette, avec elle alors. en plus. Ouais, c'est top parce que ce live-là, j'en ai entendu parler. Bonjour à toutes, j'en ai entendu Bonjour. parler. Et le monde est petit et je suis contente que tu en parles aussi, Fiona. Ouais. Et Olivia Paul, effectivement, on prépare des choses avec elle. Et Ah, c'est super. top. Ouais. Mais sinon, en fait, d'après mes recherches, donc, je suis allée sur le site de la NSM, puis j'ai lu un article d'une personne aussi qui est assez impliquée là-dedans, qui indique la possibilité en fait de contourner le fait de valider une formule, etc., de passer par exemple, d'utiliser des formules déjà créées, mais qui sont en vente et avoir un partenariat en fait, comme par exemple My Cosmetics qui propose des formules, c'est-à-dire être partenaire et utiliser leurs formules lors des ateliers. Oui, bah après, si vous préférez, ça va se recouper un petit peu avec ce dont on avait parlé la dernière fois, un peu le système de la marque blanche ou des bases. C'est-à-dire Oui, quand vous partez sur le lancement d'un produit cosmétique, vous pouvez choisir de partir vraiment de zéro pour formuler, ou vous avez donc carrément la marque blanche. Là, vous avez un produit qui est vraiment complètement formulé et vous n'y touchez pas, c'est juste que vous mettez votre marque et votre packaging dessus. Et vous avez aussi le système de la base, où là, vous pouvez soit commercialiser la base comme ça, soit vous y rajoutez votre marque. Pour ce qui est de la réglementation des cosmétiques maison, c'est ce dont parle Olivia justement dans son dernier live. Comme je l'ai regardé, je me rappelle de truc. En gros, ce qu'elle disait, c'était que à partir du moment, et elle a raison sur ce point-là, à partir du moment où il y a un DIP, c'est OK de commercialiser un produit cosmétique. Ça, c'est vraiment le passage obligatoire. Il y a un DIP et une notification CPNP, mais ça, on en parle juste à la fin. À partir du moment où il y a ça, dans tous les cas, et que tout est conforme au niveau des tests et tout ça, c'est OK. Après, ce qu'elle disait, c'était que si vous choisissez de formuler donc chez vous, c'est-à-dire hors d'un laboratoire, quand je dis chez vous, ça peut être un atelier qui soit un autre lieu de travail, il faut respecter ce qu'on appelle les BPF, les bonnes pratiques de fabrication. Ça ne nécessite pas forcément un audit à proprement parler. C'est un peu une attestation sur l'honneur, en fait, que vous allez faire dans le DIP en disant oui, j'atteste que j'ai bien respecté les BPF. En revanche, c'est un peu comme les impôts. On peut très bien, entre guillemets, vous tomber dessus et vous contrôler à un moment donné de manière aléatoire. Il y a peu de chance, on est bien d'accord, mais ça peut quand même exister. En revanche, un audit n'est pas obligatoire. C'est ce que disait Olivia. Je ne sais pas si ça répond à vos questions, Michel. Alors, Michel, elle a son micro qui est coupé.
Ben, on va dire que Oui, je t'écoute. Vous m'entendez? oui, 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 oui. Oui, en fait, de ce cas-là, donc si j'ai une formule ou que j'utilise une formule marque blanche, est-ce que mon activité, je dois la déclarer quand même à la NSM? Ah oui, 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 ça ne change rien. Dans tous les Mm. cas, l'activité, il faut la déclarer. Ça, c'est une chose, mais qui est un petit peu à part. Et après, tout le côté réglementaire vraiment propre aux produits cosmétiques, là, du coup, c'est ce que je viens de vous expliquer. Mais dans tous les cas, il faut déclarer l'établissement, ça, c'est sûr. Ouais, ouais. Oui, ok, très bien. Donc, Merci beaucoup. est-ce que Michel, c'était avec vous qu'on avait discuté du souci Oui, de les donner une adresse spécifique pour… oui, Tout à oui, fait. oui, oui, c'était aussi par rapport à des parfums. Oui. En fait, tu devais nous envoyer les Ben, informations. j'ai fourni tout ça. Hein. Ah oui? J'ai envoyé un mail. Hein. Alors, Ah ok, peut-être il faut que je recharge alors. yes. Tu l'as envoyé avec le précédent atelier, c'est ça? Oui, 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 Ok, oui, en réponse. Tu vois? ok, Elle m'envoie, très bien. Super. merci, Merci. j'ai une témoin. Parce que je fais tellement de choses et j'oublie d'autres. Donc, Tu es sauvée, Odile. Merci bon, ben, beaucoup. merci, super. Voilà. D'accord. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou Ouais. on peut passer à l'item suivant? Je pense qu'on peut passer à l'item suivant du coup. Ok. Du coup, toujours pareil, si vous préférez, dans le développement d'un produit cosmétique, il faut bien se dire que vous pouvez avoir des types de chaînes logistiques, si on peut appeler comme ça, qui vont être très différents. Par exemple, si vous arrivez à trouver un labo qui formule, qui produit et qui conditionne, vous êtes au top. Vous avez un seul interlocuteur, ça facilite grandement les échanges et ça fait gagner beaucoup de temps. Et c'est plus facile aussi sur le pilotage globalement du projet, des budgets, etc. Sauf que quand vous partez sur, par exemple, des concepts très, très personnalisés, comme Marie de Corveillé, qui est aussi adhérente à la LMCE, par exemple, qui est en train de lancer sa crème, elle est partie sur un pot en porcelaine, un capot en bois, une formulation from scratch avec en plus toute une intention derrière de bien sélectionner ses fournisseurs de matières premières, etc. Donc là, clairement, elle s'est compliqué la vie, mais elle a bien fait parce que le jeu en vaut la chandelle, on est bien d'accord. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pour elle, ça va être beaucoup plus compliqué que pour quelqu'un qui va partir, par exemple, sur un laboratoire où on se dit, bon, bah voilà, on part sur une formule avec que des ingrédients que le laboratoire va avoir dans son catalogue, parce que ce n'est pas forcément le cas. Hein. On va partir sur un laboratoire qui produit. Donc, encore une fois, pour la transposition industrielle, bah, ça va quand même simplifier pas mal les choses. Et vous avez même après des laboratoires, entre guillemets, qui ont des unités de conditionnement. Et là, bah, ils ont un catalogue de tubes, par exemple, pas que tubes, hein, il y a flacons, etc. Mais en gros, voilà. Et qui vont avoir donc, le matériel adéquat, adapté à la taille du goulot, etc., pour les lignes de conditionnement. Donc là, c'est le top. Sauf que, donc, encore une fois, si vous avez décidé de partir sur un fournisseur très spécifique, vous imaginez bien que partir sur un pot en porcelaine, c'est quand même pas le plus commun. Donc voilà, il a fallu chercher un fournisseur pour le pot. Si en plus vous êtes sur un autre fournisseur pour le capot ou le bouchon, si vous préférez, ça fait encore un interlocuteur en plus. Et ensuite, du coup, vous allez forcément devoir trouver un conditionneur. Si ce n'est pas le laboratoire ni l'unité de production qui peut vous conditionner votre produit. Donc, en gros, mettre le jus dans votre flacon / tube ou pot. Donc ça, c'est pareil, ça va dépendre. S'il y a besoin de trouver un conditionneur, ça va être encore un petit peu plus de temps et de recherche, tout en sachant que le conditionneur, encore une fois, il faut qu'il ait les moyens matériels et techniques pour pouvoir, comment vous expliquer? Vous voyez, vous avez une taille de goulot en fait sur vos tubes, vos flacons, vos pots. Et en fait, eux, comme ce sont des lignes de conditionnement, il faut que ça soit adapté à la bonne taille, etc. Ça peut être un élément bloquant. Donc, tout ça pour vous dire que l'étape 8, c'est le choix du conditionneur, s'il y a besoin, bien évidemment. Voilà, voilà. Si on parle conditionnement, je pense qu'on peut quand même aussi, même si là on est encore un petit peu plus loin, on peut parler du côté impression, design, packaging.
Si vous avez donc par exemple un tube et que ce tube il va dans une boîte, vous allez donc bien évidemment travailler avec un graphiste par exemple pour travailler sur le design de vos packaging. Donc ça c'est pareil, il faudra voir OK qui se charge de l'impression. A priori, c'est le fournisseur qui se charge de l'impression, ça paraît plus logique. Mais voilà, ça peut encore, ça c'est pareil, prendre un petit peu de temps. L'impression du décor, qu'est-ce qu'on choisit? Vous avez plein de choses. Vous avez soit des étiquettes, soit ce qu'on appelle, j'ai plus le mot, quand on imprime directement sur le flacon ou sur le… Sérigraphie. Sérigraphie, merci. Exactement. La sérigraphie qui est souvent, en fait, on la trouve plus qualitative à tort ou à raison, mais dans tous les cas, c'est plus cher. Donc, ça va être plein de petites choses comme ça auxquelles il faut penser. Et c'est toujours de se dire, voilà, encore une fois, si on a plusieurs interlocuteurs, si vous préférez, en admettant que vous ayez les fournisseurs de matières premières, d'une part, un labo qui formule, mettons, et qui produit, voilà, d'autre part, un conditionneur et un fournisseur de packaging, il va falloir gérer tout du long la logistique en vous disant, OK, le laboratoire, il produit dans 2 semaines. Donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse envoyer les ingrédients du fournisseur au laboratoire, en admettant que le laboratoire n'ait pas au catalogue les ingrédients que vous vouliez. Ensuite, il va falloir faire attention que le fournisseur de packaging, il ait bien fait imprimer mon décor sur le packaging et qu'ensuite, il l'ait bien envoyé au conditionneur. Et d'autre part, une fois que mon jus est produit, là, c'est pareil, il faut que je fasse envoyer au conditionneur pour que le conditionneur puisse mettre le jus dans le flacon. Vous voyez? Donc là, on n'est pas sur le plus évident. Mais encore une fois, ce n'est pas toujours comme ça. On peut bien évidemment s'arranger pour avoir une meilleure fluidité et une simplicité dans la chaîne logistique. Mais pour vous dire que tout est possible. Voilà pour l'étape 8. Pour Vous avez des questions ici? Pour l'étiquetage, d'après vous, qu'est-ce qui est le plus écologique, la sérigraphie ou les étiquettes? Comme ça, je vous dirais la sérigraphie, mais je n'en suis pas si sûre que ça, dans la mesure où je me demande ce que ça implique au niveau recyclage, une sérigraphie. Très honnêtement, comme ça, je ne pourrais pas vous répondre, mais pareil, je peux essayer de trouver l'info auprès de personnes qui sont vraiment spécialisées dans le côté communication écologique, sachant que on peut traiter un packaging un peu comme un support, si vous préférez, même si ce n'est pas un support de communication à proprement parler. Mais j'ai échangé il n'y a pas longtemps avec une personne qui est spécialisée dans la communication écologique et on avait parlé de packaging, justement, c'était super intéressant. D'accord. Mais Odile, d'ailleurs, je ne te l'ai pas donné, le contact. Je me rappelle. Elle s'appelle comment? Jessica Lemaire. Non, ça ne me dit rien. Eh ben, c'est pareil, je regarderai. Je vais me le noter. Parce que ça, on a longuement parlé de toutes ces choses-là. Et en fait, elle va très loin. Elle va jusque dans le choix des encres, des papiers, etc. Et franchement, c'est super intéressant. Et je vous donnerai son contact avec plaisir parce que c'est vraiment top. Et elle s'intéresse beaucoup à la cosmétique en plus. Donc, Bon, un sujet post-cosméto, ça. Merci beaucoup. Elle est vraiment top. Contact de Jessica Lemaire. Et elle a l'habitude de travailler avec des petites structures et tout, donc c'est chouette. D'accord. Bon, génial. Voilà. Merci. Merci. Merci, comme dit Kodo, oui, pause cosméto pour avril. Merci. Il y a plein de sujets. C'est clair. Voilà, bon, après, alors est-ce que vous êtes prêts? Oui, c'est bon. Bon, on y va pour le DIP. C'est parti. On en a un petit peu parlé tout au long de l'intervention parce que c'est vrai qu'au final, le DIP, c'est vraiment au cœur du développement du produit. Le DIP, donc, c'est le fameux dossier d'information produit et qui va vraiment regrouper toutes les informations sur le produit cosmétique. Le DIP, il est absolument obligatoire pour la mise sur le marché d'un produit cosmétique et il est imposé donc par justement le règlement cosmétique européen.
Donc ça, c'est une première chose. Le DIP, il va contenir 2 parties. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la première partie, elle est sur une description du produit, sur la formule qualitative, quantitative, etc., qu'on appelle la partie A. Et vous avez la partie B, qui est plus l'évaluation de la sécurité du produit cosmétique, qui doit être signée par un toxicologue, et qui là va être tout ce qui est les éventuels avertissements sur l'utilisation du produit, les conclusions du toxicologue, etc. Mais en gros, le DIP, si vous avez le DIP, vous avez absolument toutes les informations sur le produit, que ça concerne la formulation, que ça concerne le packaging, la contenance, vous avez les différents noms sous lesquels le produit peut être commercialisé. Je vous donne un exemple. Moi, je travaillais pour un fabricant de produits cosmétiques avant, qui avait 3 marques. Et il y avait quelques produits qui étaient commercialisés sous 2 ou 3 des 3 marques. Et ça, en fait, il faut l'inscrire dans le DIP. Si jamais il s'appelle, je sais pas, il s'appelle crème gourmande sous une telle marque, et que sous une autre marque qui s'appelle crème riche, par exemple, il faudra noter dans le DIP que ce produit, ce jus, il est commercialisé dans tel flacon, pardon, et sous tel nom. Voilà. Le DIP, bon, ça ne sera pas à vous de le rédiger, sauf si vraiment vous n'avez pas fait appel à un laboratoire. C'est quand même assez technique, hein, les informations qu'on va trouver dans le DIP, donc c'est pas évident à rédiger soi-même, et c'est pas évident de trouver un modèle, surtout. Moi, j'en ai longtemps cherché, et vous en avez, mais qui sont payants, des modèles de DIP. Donc, en général, en fait, c'est le laboratoire qui va s'occuper de la rédaction du DIP. Donc, ça ne sera pas quelque chose qui sera à votre charge. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que ce qu'on appelle la personne responsable, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est en fait la personne qui est le détenteur du DIP. C'est-à-dire que c'est la personne à laquelle on va se référer si jamais il y a un effet indésirable, si jamais il y a une allergie ou si globalement il y a un problème avec le produit. Donc, si par exemple, la dernière fois, on avait parlé de marque blanche, etc., mais même dans un autre cas, si par exemple, vous, votre entreprise, son adresse, c'est 15 avenue des Tamaris, et que votre laboratoire, évidemment, c'est une autre adresse. Il y a un choix qui peut être fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne responsable, c'est celui qui est le détenteur du DIP. Soit c'est vous, peu importe, soit c'est le laboratoire. Mais dans ce cas-là, ce qu'il faudra faire sur le packaging, c'est inscrire vos 2 adresses postales et souligner celle qui détient le DIP. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. J'ai plein de crèmes là, j'essaye de trouver si sur celle que j'ai, il y a. Non, évidemment, c'est Caudalie, ça m'aurait étonné. Non, là, je trouve. Ouais, non, là, il n'y a qu'une seule adresse. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez, vous, que ce soit le laboratoire qui gère tout le côté réglementaire, DIP, etc., vous leur laissez. Vous pourrez quand même mettre votre adresse de votre siège social sur le packaging de votre produit, mais il faudra aussi mettre celle du labo et la souligner. En gros, c'est ça que ça veut dire personne responsable. C'est la personne à laquelle on va se référer si jamais il y a un problème avec le produit, pour pouvoir obtenir les informations justement nécessaires sur la sécurité, sur toutes les évaluations toxicologiques qui ont été réalisées, etc. Voilà pour le DIP. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'est un long sujet, le DIP, mais encore une fois, ça ne sera pas à vous de le rédiger. Donc, Question? Oui, pareil. Vas-y, Aïssa. Très bien. Ah, excuse-moi, je t'ai coupé. Question pour le DIP. Qu'en est-il des DIP qui pourraient être faits à l'étranger? Si les produits sont DIPés depuis l'étranger, mais conformément à une réglementation française, est-ce que ça peut exister? Et la deuxième chose, c'est quelle est l'adresse qui doit figurer sur le packaging du produit, éventuellement? Pour votre première question, j'imagine que ça ne pose aucun problème. En fait, ce qu'on demande, c'est un DIP. Après, qu'il soit rédigé dans un pays ou un autre, même hors UE, pour moi, ça ne pose aucun problème. En fait, le tout, c'est de dire qu'il faut un DIP pour pouvoir le commercialiser en Union européenne. Après, le lieu de la rédaction du DIP, honnêtement, je pense que c'est vraiment pas important. Au niveau des diplômes des personnes, un toxicologue, par exemple, basé à l'étranger.
Un Je n'ai toxicologue. pas creusé la question. Oui, il faudrait voir, mais bon, après, je me dis Parce que... qu'à partir du moment où on peut rédiger nous-mêmes un DIP, bon, c'est technique, hein, mais si on peut le rédiger nous-mêmes, en fait, ça peut être une personne qui a un diplôme étranger, quoi. Bah, Donc, ça, bon, la question du diplôme, je vous avoue que je ne sais pas, pour être tout à fait honnête. Après, pour moi, ça reste un toxicologue, donc je vois pas d'accord. pourquoi ça serait un problème, mais à creuser. Après, par contre, le lieu de la rédaction, je pense que ça, c'est pas important. Mais par contre, oui, pour le côté signature par un médecin toxicologue, ouais, à Et la- creuser. et l'adresse sur le packaging, elle peut être étrangère? Et l'adresse sur le packaging, est-ce qu'elle peut être étrangère? Je réfléchis au problème que ça pourrait poser le fait qu'elle soit étrangère. Non, je pense pas. Je vois pas pourquoi ça poserait un quelconque problème. Encore une fois, ce qu'il faut se dire, c'est que il faut en gros qu'on puisse accéder au DIP si jamais il y a un problème. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, encore une fois, je vois pas pourquoi ça poserait un quelconque souci que l'adresse soit située hors Union européenne. Ok. C'est même sûr que non, parce que regardez, il y a pas mal de marques qu'on utilise un peu tous, les marques très mainstream, entre guillemets, qui sont sur le marché des marques de L'Oréal ou quoi que ce soit. Bon, L'Oréal, en l'occurrence, c'est français. Qu'est-ce qu'il y a comme marque, par exemple, américaine ou des trucs comme ça, où l'adresse est bien étrangère, hein, et pourtant c'est commercialisé en France. Honnêtement, je ne pense pas que ça pose problème. Ok. Ah, merci. Je ne pense pas. Christy? Oui, j'avais une question. En fait, vous parliez de la personne responsable. La personne responsable, c'est bien une notion qui peut être différente de la, j'ai perdu mon nom, de la personne qui détient, qui est, j'ai le mot en anglais qui me vient, je n'ai plus le mot en français. Pardon? Dites-moi en anglais. Que la personne qui est honneur de la formulation, en fait. Ah, le propriétaire de la formule. Ouais, merci, propriétaire. La personne responsable peut être différente de la personne qui est propriétaire de la formulation du produit. C'est pas... Elle peut, et c'est ce que je vous disais, en fait, c'est juste qu'à un moment donné, en fait, tout ce qui nous intéresse, c'est celui qui détient le DIP. Celui qui détient le DIP, ça sera la personne responsable. Que ça soit le propriétaire de la formule ou que ça ne le soit pas. Après, souvent, c'est le cas, en fait, si vous préférez. Mais non, c'est pas ça. En fait, la personne responsable, c'est vraiment que celui qui détient le DIP, c'est tout ce qu'il faut retenir. Et on va revenir dessus après avec l'histoire de la notification CPNP. Encore une fois, c'est de se dire, OK, il y a, je sais pas, par exemple, moi, je consulte un médecin demain parce que j'ai fait une horrible réaction à un produit cosmétique. Il va falloir qu'on trouve en fait les éléments qui vont permettre de savoir quel ingrédient a pu faire réagir ou est-ce que finalement le produit est bien aux normes, etc. Donc, c'est juste ça, la personne responsable. C'est vraiment le détenteur du DIP. Parce qu'il y a la notion de propriétaire de la formule, en fait, on en avait parlé la dernière fois. Par exemple, si vous êtes sur une marque blanche, le propriétaire de la formule, quoi qu'il en soit, c'est le laboratoire. Le principe même de la marque blanche, et c'était la question qu'on s'était posée la dernière fois, c'est que le même produit, enfin le même jus, peut être commercialisé sous plein de noms et de marques différents. Et donc, du coup, votre produit va perdre un petit peu peut-être ce côté unique, sauf si vous avez fait un petit peu des ajouts de matières premières, etc. Donc, bien évidemment, le propriétaire de la formule, ça reste celui qui la vend, entre guillemets, qui la commercialise à tout un nombre de marques, peu importe. Donc, encore une fois, c'est vous qui choisissez d'être le détenteur du DIP et vous serez la personne responsable. Et dans ce cas-là, vous n'êtes pas le propriétaire, on est bien d'accord, de la formule. Soit, à l'inverse, ça va être le laboratoire qui va être le détenteur du DIP. Et a priori, bon, là, c'est vrai que ça serait plus le cas aussi, puisque la formule est à lui. Ouais, je pense que ça se recoupe un peu. Et du coup, justement, en parlant des packs, j'ai une autre question au niveau du DIP. Comment ça se passe? Parce que mettons, OK, on fait une formule qui est pour un pack spécifique 200 ml. Et puis ensuite, on veut définir la même formule, mais pour une taille différente, ou deux tailles différentes. Est-ce qu'il faut un DIP par taille? Est-ce que si c'est exactement le même packaging dans la même matière, mais juste de taille différente, est-ce que ça peut rester le même DIP? Si ce sont par contre des packagings de tailles différentes et de types différents, est-ce que là, à ce moment-là, ce sont des DIP différents qu'il faut faire? En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un DIP pour une formule. Donc, un DIP pour une formule, ça veut dire que une fois que vous avez votre formule,
Si vous avez, par exemple, donc, une fois en tube, une fois dans un plus petit tube et c'est le même matériau, une fois dans un pot qui est en verre, une fois en 30 ml, une fois en 10 ml, peu importe. En revanche, il faudra que ça soit notifié dans le DIP. Mais par contre, c'est un DIP par formule, c'est-à-dire que vous avez le DIP. Et au début, moi, dans les DIP que je faisais, par exemple, quand j'étais en entreprise, on avait en fait un petit tableau où on mettait comme ça, voilà, par exemple, le nom, la marque, le volume et le matériau du pack, il me semble. Et pareil, deuxième colonne, tac, 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 troisième colonne, tac, tac, tac. Mais c'est vraiment un DIP par formule. Ce n'est pas du tout la peine de faire un DIP quand on change de packaging ou de matériaux ou de contenance. D'accord, donc en fait, il faut le mettre à jour. Si du coup, il y a un changement, c'est le même DIP, mais qu'on met à jour. En fait. Tout à fait. Souci de connexion, mais je suis revenue. Ça s'est pas vu, mais Odile, ah si, on a vu, hein. On s'est dit, elle est partie où? Oui. Allô? Oui, Michel. Oui, j'ai une question par rapport au DIP. Est-ce que, par exemple, si j'ai par exemple une formule shampoing solide et que je voudrais le décliner avec différents ingrédients, c'est-à-dire formule un shampoing à cheveux bruns, un cheveux blonds, un cheveux secs, etc. Est-ce que je peux, par exemple, faire un DIP pour la même base? Et est-ce qu'il faut faire un DIP à chaque fois que je modifie les ingrédients sur la même base de chaque shampoing? Par exemple, si j'ai 3 shampoings, est-ce qu'il faut un DIP pour chacun alors qu'ils ont déjà la même base? Je comprends la question. Quand il s'agit d'ingrédients différents, on est sur une autre formule. Donc oui. Après, il me semble juste qu'il y avait, je crois, une petite nuance quand, par exemple, c'était juste un colorant qui changeait. À vérifier, encore une fois, hein, je ne suis pas chargée réglementaire, mais en tout cas, j'avais déjà, moi, posé la question. Moi, par exemple, ma question, c'était si on est sur un rouge à lèvres et que le rouge à lèvres, il a exactement la même composition, mais que simplement, c'est le colorant qui change, est-ce que c'est la peine de faire un nouveau dip? Et je crois qu'il y avait une petite nuance à ce niveau-là où non, on n'était pas forcément obligé, mais par contre, il faut quand même préciser que y a tel colorant dans telle formule, tel autre dans telle couleur, etc. À revérifier, mais par contre, quand vous changez carrément ou quand vous ajoutez un ingrédient, là, c'est une nouvelle formule. Donc pour moi, c'est nouveau dip. Parce que Michel, ça serait quoi, par exemple, des ingrédients que vous changez? Les ingrédients, c'est-à-dire, par exemple, si j'ai un shampoing solide pour des cheveux bruns, je vais utiliser par exemple une poudre de plante qui va aller mieux pour les cheveux bruns que pour les cheveux blonds. Par exemple, pour les cheveux blonds, je vais mettre par exemple de la camomille au lieu d'hibiscus, par exemple. Là, c'est sûr que c'est nouveau dip. C'est sûr et certain. Parce que la camomille, elle doit contenir des allergènes, très certainement. Donc, ça veut dire que là, vous n'avez pas les mêmes évaluations. Ouais. Ah, ok. Ok. Ah, j'entends plus. Ah, zut. Ah oui, j'entends plus. Ça a coupé. Non, mais nous, on C'est bon? t'entend. Hein. Oui. Ah, ok. C'était moi qui n'entendais pas, en fait. Ouais. Ok, c'est vrai qu'on n'essaie pas tous les moyens de trouver une solution pour avoir moins de coûts, mais malheureusement, bon, c'est fou, c'est fichu. Bon, merci beaucoup, en tout cas. Merci, Fiona. Merci, Michel. Vous avez d'autres interrogations par rapport au DIP? Léina? Non, tout va bien? Tout va bien, pas d'autres questions. Ok, bon, super. C'est vrai que le DIP, encore une fois, c'est pas quelque chose qui va être nécessairement à votre charge. Donc, c'est pas une chose de laquelle vous devez beaucoup vous soucier, mais juste à savoir qu'une commercialisation d'un produit cosmétique, c'est un DIP. Obligatoirement, il n'y a pas le choix. En Union européenne, bien sûr.
Voilà. Dernière partie. Yes. Dernière étape. Et donc, la dernière étape, c'est ce dont je vous ai vaguement parlé tout à l'heure, la notification sur le portail qu'on appelle CPNP. Donc, le portail CPNP, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un site internet, une plateforme, si vous préférez. CPNP voulant dire Cosmetic Products Notification Portal. Donc, le portail de notification des produits cosmétiques. Ça, c'est pareil, c'est une condition vraiment sine qua non au lancement d'un produit cosmétique sur le marché. Et ça doit être fait avant la mise sur le marché même du produit cosmétique. Donc, en gros, quand on arrive sur le CPNP, on se laisse guider globalement. Il demande tout un ensemble d'informations, pas beaucoup, hein, c'est pas aussi long que le DIP. Je vous rassure tout de suite. Et la majorité des choses, en plus de ça, ce sont juste des informations à cocher. Hein. Donc, le CPNP, c'est assez rapide. Informations, en fait, qu'on retrouve dans le DIP pour la majorité. Et une fois que vous avez déclaré votre produit cosmétique sur le portail CPNP, on va vous donner un numéro d'identification unique pour cette déclaration que vous devrez reporter dans le DIP. Et j'anticipe du coup la question, on en parlait avec Christy juste avant. Là, pareil, si vous êtes sur une autre contenance ou un autre nom ou une autre marque ou un autre nom ou un autre packaging, un autre matériau, etc., il faudra aussi faire une notification CPNP si vous changez là, pour le coup. Donc, en fait, dans votre tableau dont je vous parlais tout à l'heure au début du DIP, où vous avez une colonne par différentes contenances, différentes marques, etc., vous aurez aussi un numéro CPNP qui ira avec chacun. Pour la simple et bonne raison, en fait, je vous explique pourquoi, parce que si jamais, donc encore une fois, moi, je fais une réaction à un produit, et moi, je vais chez le médecin, et moi, je lui apporte ça. Bah, forcément que pour chercher sur le CPNP, il aura besoin d'avoir et le nom et la marque du produit et la bonne contenance, parce que sinon, il ne va pas le trouver. C'est pour ça qu'on est obligé de faire une notification CPNP par, entre guillemets, packaging, par contenance, par nom, etc. Sinon, ça serait introuvable. Et en fait, pour vous expliquer un peu à quoi sert le CPNP, en fait, avant, alors quand je dis avant, je ne sais plus quand, mais avant, quand on lançait un produit cosmétique, en fait, il fallait faire une notification au centre anti-poison. Et en fait, ça n'existe plus. Et pour tout regrouper sur un seul et même portail et pour que toutes les instances, entre guillemets, puissent y avoir accès, enfin les autorités compétentes, on a regroupé ça sur le CPNP. Donc, en fait, ça sert surtout, encore une fois, à détecter les effets indésirables qui peuvent être graves, les réactions, etc. Ça sert à ça. Donc, condition pour lancer un produit cosmétique sur le marché, avoir un DIP notifié sur le CPNP. À partir de là, ça veut dire que tous les tests sont OK, ça veut dire que votre produit a passé toutes les étapes et tous les tests, et à partir de là, vous avez le droit de commercialiser votre produit cosmétique. Pas avant. Et voilà. La belle aventure. Question. Qu'est-ce qu'on appelle commercialisation? Je m'explique. Si par exemple, on organise une campagne de crowdfunding, est-ce que ça veut dire que ces deux choses-là, donc le DIP et la notification, doivent bien être faits, signés, remplis avant de pouvoir expédier les produits chez les personnes du coup qui ont contribué? Alors, avant d'expédier les produits, ça c'est sûr. Avant de commencer votre campagne, non, pas forcément, je ne pense pas. Dans la mesure où, de toute façon, si vous préférez, les campagnes, parfois, elles sont même là pour pouvoir financer la formulation. Donc là, non, peu importe. Mais en gros, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas que ça se retrouve dans les mains des utilisateurs avant d'avoir fait le DIP et d'avoir fait la notification sur le portail CPNP. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut que ça se retrouve nulle part où on peut l'acheter. En gros, ni sur Internet, ni en physique, ni en rayon, avant d'avoir établi le DIP et d'avoir notifié sur le portail. Voilà. Yes. C'est parti, en fait, notre session, là, nos sessions, elles sont parties de ton article, Fiona. Ouais, alors, mettre sur le marché, c'est long. Ah ouais, il y a 8-9 étapes. Il y en a 10. 10 étapes.
Et la durée, alors, est-ce que tu as des exemples, des cas où ça s'est fait en express, où ça s'est fait avec plein de mésaventures, où ça a pris 3 ans? Enfin, j'exagère quand même, ce serait... Est-ce que tu as des cas comme ça rapides et fast-track et d'autres très longs? Moi, ça a été plus quand j'étais en entreprise, pour le coup. Donc, j'ai eu des exemples où ça allait très vite parce que les formules étaient très proches de formules qui existaient déjà. Donc, du coup, on n'avait pas trop d'inquiétude sur la préévaluation toxicologique, on n'avait pas trop d'inquiétude sur la stabilité de la formule, etc. Et c'est vrai qu'en général, comme tout se passait bien, ça prenait le temps minimum incompressible d'un développement de produit, mais par contre, c'était très fluide et en fait, il n'y avait pas de surprise. Par contre, des lancements qui ont pu être plus longs, ça va être quand on est... En fait, c'est horrible, mais c'est quand on est sûr de soi. Qu'on a passé beaucoup de temps à formuler, que tout est OK au niveau toxico, etc. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que la formule en stab accéléré, elle va bien se tenir. Donc, ça va être des déceptions où, arrivé au bout de 3 mois, on sort le flacon de laitue et c'est en 2 phases, ça a changé de couleur, ça a changé d'odeur. Donc là, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut réenchaîner avec des phases de formulation. Et les phases de formulation, c'est impossible de savoir combien de temps ça va durer, en fait. Parce que le souci, c'est qu'on va reformuler. Une fois qu'on va être de nouveau satisfait, on va remettre en stab, qui nous dit qu'au bout de 3 mois, cette fois-ci, les stabilités seront bonnes. On ne peut pas savoir. Après, c'est le travail du formulateur d'essayer d'envisager et d'anticiper que ça ne sera pas stable, mais ce n'est pas tout à fait une science exacte. Parfois, il peut y avoir des interactions ingrédient-ingrédient. Il peut y avoir des interactions contenant-contenu. Ça peut être parfois aussi même d'un fournisseur d'ingrédients à l'autre, parce que parfois dans les matières premières naturelles, par exemple, vous allez avoir différents taux de molécules, notamment, je ne sais pas, parfumantes, on parlait du linalol tout à l'heure. Peut-être que dans un certain ingrédient, je vais vous prendre la rose, peut-être que si vous prenez une huile essentielle de rose chez un fournisseur ou chez un autre, vous n'allez pas avoir le même taux de linalol dans les deux. C'est même une certitude d'ailleurs. Donc ça peut venir de là aussi. Enfin, tout ça pour vous dire que ça va vraiment dépendre du temps qu'il y a dans la formulation. Si les stabilités passent ou si à chaque fois elles ne passent pas et qu'il faut encore reformuler. Et après, ça va être... qu'est-ce que j'ai eu comme casse-tête aussi? Stabilité, ça c'est sûr. C'est le plus embêtant parce que ça prend beaucoup de temps. Parfois, il y a des tests qui ne passent pas les challenge tests. Ça peut arriver. Donc, ça veut dire que là, il faut revoir le système conservateur. J'ai pas eu trop d'exemples pendant le Covid parce que je pense que c'est là qu'il y a le plus d'exemples malheureusement où ça a été beaucoup plus long et plus compliqué. Mais du coup, comme il n'y a pas eu trop de projets de mon côté pendant le Covid, j'ai pas d'exemple à vous donner là. Je vois, le toxicologue peut-il détecter ce problème VNA, le problème des stabilités? Oui, de la formulation, comme tu parlais, qu'au premier échec, ce qu'on ne s'attendait pas. Et est-ce que lui, il peut sentir au moment de lier la formule qu'il y a cette possibilité? Pour moi, c'est pas son job. Je pense pas. Ok, d'accord. Pour moi, son job, c'est vraiment détecter la sécurité à l'utilisation. C'est-à-dire de se dire, est-ce que là, il n'y a pas un peu trop de cette molécule-là qui est potentiellement irritante? Mais je pense pas qu'il puisse détecter les problèmes de stab. Ça, c'est le formulateur, en fait. Merci. Justement, moi j'ai une question par rapport à ça. Lorsque nous, on fait nos petites expériences à la maison, qu'on crée nos formules qu'on aimerait bien vendre, est-ce que justement le travail du formulateur, c'est pas de nous accompagner en nous disant, OK, les ingrédients que vous proposez, on peut en faire quelque chose. Maintenant, moi, je vous conseille d'ajouter telle chose, telle chose, telle chose. Ou est-ce que lui, il s'en fiche, il prend ce qu'on lui donne et puis à la fin, on se débrouille, quoi. Alors, s'il fait ça, fuyez. D'accord. Non, justement, bien évidemment, on en avait parlé, en plus c'est intéressant, on en avait parlé un petit peu la dernière fois au niveau du cahier des charges. En fait, au niveau du choix du labo plutôt.
On avait parlé du fait que le choix du laboratoire, c'était super important pour diverses raisons. Il y a des raisons qui sont évidentes, comme le fait qu'il ait les moyens matériels et techniques nécessaires pour la complexité de la formule. Mais moi, j'avais quand même aussi voulu appuyer sur un point qui est le goût pour le challenge et l'innovation et qui partage les mêmes valeurs que vous. Sinon, sans ça, vous n'allez pas être en phase et ça va moins bien se passer. Donc, ça va être un petit peu plus compliqué à gérer. Et donc, ce côté-là de conseil que, selon moi, doit apporter tout professionnel, évidemment que votre laboratoire doit vous faire partager des alternatives si jamais votre demande n'est pas réalisable, des alternatives, bien sûr, qui restent encore une fois dans vos convictions, etc. Ce que je veux vous dire, c'est que par exemple, si à un moment donné, vous avez décidé par exemple de ne pas utiliser de conservateurs synthétiques, il existe des systèmes conservateurs naturels. Certaines huiles essentielles, par exemple, ont des propriétés de conservateurs dans un produit cosmétique. Si jamais ça ne fonctionne pas au challenge test et que le laboratoire vous dit non, c'est bon, je vous avais dit, de toute façon, il faut qu'on parte sur un conservateur synthétique sans vous laisser le choix, là, encore une fois, fuyez, quoi. C'est pas du tout le but. Vous êtes le demandeur. Vous avez rédigé un cahier des charges. C'est possible, c'est pas possible, ça c'est sûr. Dans tous les cas, c'est lui le formulateur, donc il saura. Par contre, l'idée, c'est qu'il vous propose des alternatives, oui, mais des alternatives qui vous conviennent. Et qu'il ne soit pas dans un état d'esprit, oh là là, mais ça va prendre trop de temps, ça va pas être possible. Faut vraiment, encore une fois, tomber sur un laboratoire qui se donne pour vous trouver les solutions qu'il faut. Et en général, on y arrive, en fait. D'accord. Mais oui, il doit vous conseiller, absolument. Vous avez un cahier des charges et après, c'est à lui de transformer tout ce que vous avez mis sur papier en une formule qui soit à la fois efficace et à la fois qui corresponde à vos demandes et aux résultats que vous attendez, quoi. D'accord, super. Merci. Réactive le micro. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vois que Christy a failli dire tu as encore ton micro coupé. Merci pour vraiment toutes ces informations. Donc, il y a une étape, du moins, il y a une info délai qu'on a eue. En termes de coût, est-ce que voilà, tu peux nous donner des infos, même si on sait que tout ça, ça peut être fonction aussi du type de produits que on veut mettre en avant, mais est-ce que tu as des exemples de coûts Alors, pas du associés tout. Pas du D'accord. tout, malheureusement, parce que jusqu'à présent, mes clients ne m'ont pas partagé les coûts. D'accord. Donc non, pas du tout. Je peux absolument pas te dire. Et en plus de ça, c'est vrai que moi, jusqu'à présent, la plupart de mes clients m'ont contacté après avoir trouvé leur labo. Donc, ils avaient déjà leur contrat, leur accord avec le labo. Et du coup, on n'a pas eu besoin en fait, de rentrer dans l'histoire de coûts. Donc non, malheureusement. Mais effectivement, comme tu l'as très bien dit, ça va complètement dépendre du projet, quoi. Si on part sur une marque blanche, il n'y a pas les coûts de formulation. Si on part sur des petites quantités, ça va être forcément beaucoup, pour la première production, j'entends, ça va être forcément beaucoup moins cher que si on part sur un laboratoire qui ne produit qu'en grande quantité, par exemple. Ça va dépendre des matériaux du packaging. Ça va dépendre, encore une fois, de l'impression, tu vois, du décor sur le packaging, sérigraphie, étiquette. Franchement, c'est tellement de paramètres. Je pense que ça peut aller réellement du simple au triple, voire plus, quoi. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ce qui a été abordé? Oui, moi j'ai une question. Alors pour le coup, c'est pas exactement sur une thématique qu'on a abordée ou alors ça m'a échappé, mais c'est par rapport à la commercialisation. Quand on est une petite marque qui débute, est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour pouvoir lancer les premières ventes? Parce qu'on parlait de crowdfunding tout à l'heure. Donc, moi, j'imagine ça plutôt en pré-vente. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles on pourrait penser pour lancer notre gamme ou est-ce qu'il faut trouver les clients avant la mise en lancement du produit?
Oui, alors ça, c'est hyper intéressant comme question. Effectivement, moi, il y a une chose que j'aime vraiment beaucoup conseiller à mes clients, c'est oui, de absolument faire connaître le produit avant même qu'il soit sorti. Je pense que vous avez remarqué un petit peu comment ça fonctionnait, les Ulule, etc. Quand on fait une campagne Ulule, on est obligé de communiquer pour que la campagne fonctionne. Donc Ulule, je ne sais pas si vous connaissez toutes et tous, c'est pas vraiment du crowdfunding à proprement parler, c'est plus des campagnes de précommande. Donc en gros, c'est pas simplement on donne une contribution, donc on donne de l'argent, on paye pour, quand le produit sera sorti, le recevoir en fait. Donc c'est hyper intéressant et hyper intelligent comme système. Et il y a beaucoup de marques de cosmétiques qui se lancent comme ça. Pour moi, très honnêtement, toutes les marques là qui ont connu les meilleurs lancements, c'est celles qui ont commencé à communiquer bien avant sur le produit. Montrer les coulisses du développement de produits, être transparent sur les galères qu'on rencontre, les questions qu'on se pose, sur ses engagements, sur où en est justement la production du produit, quand est-ce que vous les recevrez, qu'est-ce qu'on vous promet, etc. Pour moi, c'est la meilleure des manières, une fois que le produit arrive enfin, de ne pas perdre de temps sur le fait que les personnes vont acheter votre produit et de pouvoir justement encaisser un petit peu après avoir beaucoup dépensé dans le développement du produit. Donc, absolument. Ok, merci. C'est pas évident de communiquer sur quelque chose qui n'existe pas encore, mais voilà, faire du teasing, entre guillemets, on peut appeler ça comme ça, sur son produit, c'est pareil, ça, c'est la meilleure technique pour attiser la curiosité du consommateur. Il y a une notion de j'ai hâte, il y a une notion un peu d'inaccessible, quand est-ce que ça sort, vous voyez, c'est toutes ces petites techniques de communication qui vont faire qu'une fois que votre produit va sortir, vous avez plus de chances pour que ça explose. En fait, le vrai problème, c'est que si vous attendez que votre produit soit sorti pour commencer à communiquer dessus, vous aurez perdu du temps. Alors que quand votre produit, de toute façon, il n'est pas prêt, c'est parce que vous êtes encore en train de l'élaborer. Soit vous en êtes carrément à la phase de formulation, soit il vous manque les tests, soit il vous manque le pack. Enfin, voilà. Donc, autant utiliser ce temps pour commencer à communiquer. Et comme ça, dès qu'il arrive, paf, c'est bon. Alors que si pendant tout le temps, vous avez juste attendu et qu'une fois qu'il est sorti, là, vous commencez à en parler, c'est peut-être c'est peut-être un petit peu de temps perdu, quoi. C'est dommage. Justement, par rapport à ça, avant la mise en lancement du produit, par rapport à la structure juridique, est-ce que vous avez des infos par rapport à ça? Est-ce qu'on doit obligatoirement être une société pour vendre des cosmétiques ou est-ce qu'on peut le faire en micro-entrepreneur tant qu'on a les fonds? Je ne peux pas du tout vous dire, moi je ne travaille pas du tout sur cet aspect D'accord. de création d'entreprise. Je suis vraiment désolée, mais je vous dirais des bêtises. Donc, Ok, pas de souci. Merci en tout cas. Je vous en prie. Est-ce que Odile, tu as des questions? Alors, les prochaines étapes en termes d'événements, il y a pas mal de choses. Alors, beaucoup ont répondu positivement pour recevoir la newsletter. Il y aura pas mal d'infos dans la newsletter. Ce qui est important, là, pour certains qui vont passer à la pratique, et je pense à Marie-Noël, par exemple, ça va être le prototypage et l'immersion en laboratoire. On propose ça avec un de nos laboratoires partenaires en région parisienne. C'est une journée d'immersion et de prototypage en laboratoire. Vous serez en conditions professionnelles pour découvrir un labo, comment ça fonctionne, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et ce sera l'écosystème avec un partenaire à taille humaine qui pourra vous accompagner et qui aura déjà même fait avec vous une évaluation de votre formule, qui vous aura coaché avant cette journée qui, on l'espère, sera décisive pour votre projet. Donc, coaching pour le prototypage, jour J, immersion en labo et fabrication dans des conditions réelles de votre produit. Vous repartez avec votre prototype et ensuite, vous avez un post-prototypage et un devis qui peut vous être proposé. Et donc, ça, c'est prévu. Alors, on a pour l'instant 3 participantes pour la journée du 6 mars. Donc, si d'autres veulent se joindre à cette journée, vous êtes les bienvenus.
Et ce qu'on va faire aussi, c'est toujours des ateliers et des masterclass sur ces thématiques. Et Fiona sera aussi de l'aventure. Et pour ça, je pense que ce sera plutôt au printemps, Odile, après le mois de mars, le temps de tout bien préparer dans l'offre. Voilà ce que je voulais dire sur la journée immersion et prototypage. Et pour Kodou, pour la journée immersion, les places sont limitées, je crois, non? Oui, c'est limité à 5 là. Il y a 3 personnes le 6 pour être dans des bonnes conditions déjà pour son projet et pour bien travailler. On a défini un cap de 5 personnes. Aujourd'hui, il y a 3 personnes pour la journée du 6 mars. D'accord, très bien, merci. Donc, on est sur les prochains événements. Les pauses cosméto. Alors, les pauses cosméto, elles vont reprendre à la rentrée. Là aussi, on a parlé des perturbateurs endocriniens, on a parlé, j'ai oublié le mot, des packaging. Et les autres termes, ça va être personal branding. Alors, c'est un mot en anglais qui est important et qui va vous amener à réfléchir à vous, à ce que vous voulez faire de votre marque et comment vous allez en être l'ambassadeur finalement. Donc, on va parler de ça et les autres thèmes, il faut que je jette un coup d'œil. J'ai plus la programmation en tête, pardon. Qui veut m'aider? Pas moi. Je sais qu'il y a un laboratoire aussi, je pense. Oui, c'est ça. Oui, il y a la logistique, il y a le laboratoire Nao. Voilà, merci. C'est Céline Troussard et là, c'est dans la continuité labo. Céline Troussard, c'est la dirigeante du laboratoire Nao. Et avec elle, on va parler produits capillaires. Ça va être intéressant aussi pour Christy. Et pour moi, il faut que je m'inscrive d'ailleurs. Toi aussi. Donc, on va parler, là, on a parlé packaging et on a parlé perturbateurs endocriniens. C'était très, très intéressant. Là, on va parler personal branding. Donc, comme je disais, ce sera à la rentrée, le 4 mars. On va parler logistique et la supply chain. Et Fiona l'a évoqué tout à l'heure. Quand on est avec plusieurs partenaires, il faut connecter et faire que tout soit fluide d'amont à aval. Donc, comment faire pour avoir une supply chain durable et responsable? Et est-ce que c'est faisable vraiment? Ça va être le 11 mars. Le 18 mars, ce sera vraiment laboratoire avec un focus sur les cheveux, les produits cosmétiques capillaires. Et enfin, le 25 mars, pour le printemps, on va parler huile essentielle, aromathérapie. Et tu as évoqué tout à l'heure, Fiona, le linalol. On va parler aussi géraniol et autres, parce que les huiles essentielles, comme on l'a vu lors de la dernière pause cosméto, c'est des très bonnes choses, mais à utiliser à bon escient et avec parcimonie. Donc, la question, ce sera, est-ce que les huiles essentielles sont des dangers ou des alliés pour notre peau? Et voilà le programme. On vous enverra de nouveau tout ça par email. Pour l'atelier cosmétique, pour l'atelier de formulation cosmétique en labo, il faut déjà avoir une base. Est-ce que le formulateur va nous aider à perfectionner notre formule ou... C'est ça. Effectivement, on vous demande d'être quand même à un stade. Vous avez peut-être tambouillé dans votre cuisine, vous avez testé, voilà. Vous savez ce que vous voulez mettre dedans comme ingrédient. D'accord. Vous avez quand même des pistes. Voilà, je sais que je veux ça, je l'adresse ce produit à telle cible, voilà à quoi ça va ressembler. Ça peut être encore très vague, mais vous avez quand même une certaine idée. Super. Et avec le laboratoire, ce qui va être important, c'est que vous aurez ce coaching avant la séance pour voir ce que vous allez mettre dedans, valider ou vous nommer des points de vigilance quant à votre réflexion. Et l'idée, c'est que le jour J, quand même, vous ayez arrêté une formule. Le jour J, quand vous serez en laboratoire, vous savez ce que vous allez venir produire. Et l'objectif, c'est que ce produit, il soit très proche du produit définitif. Il soit très proche de ce que vous allez mettre sur le marché. C'est pour ça vraiment qu'on parle de prototype.
Ce qui va être important avec, c'est que vous allez vous rendre compte de ce que ça signifie si après vous allez travailler avec un laboratoire ou avoir à monter votre propre laboratoire. Vous aurez déjà une connaissance de l'environnement. Et avant de passer à la production industrielle, et Fiona en a parlé, la transposition, elle est importante. Là, c'est un laboratoire à taille humaine. Le projet, vous saurez que vous pourrez le produire à des quantités raisonnables pour démarrer, jusqu'à un certain cap, peut-être parce que capacité ou charge du laboratoire. Mais vous savez que très facilement, vous pourrez enclencher quasiment sur votre produit définitif parce que vous aurez réétudié la formule dans l'environnement exigeant avec les conseils de l'experte et vous aurez le devis à la fin. Donc, l'objectif, c'est que vraiment ce soit très concret pour vous. Et c'est à quelle date, s'il vous plaît? Alors, la date pour laquelle on a 3 personnes, pour l'instant, c'est le 6 mars. On avait proposé le 6 et le 10. On a 3 personnes le 6 mars, sachant que vous pouvez être maximum 5 pour être dans des bonnes conditions de travail. Ok, c'est noté. Merci. Très bien. Merci encore, Fiona. Et puis, je vous dis à très bientôt. Passez un très bon week-end à vous. Et puis, je t'envoie donc les contacts de Labo et de Jessica et tout ça. Yes, le maire. Oui. Super, super, super. En tout cas, bravo à Fiona. Hein. Merci à toi. Merci. Et puis, et bon à toutes. Je crois qu'il n'y a que des toutes aujourd'hui. Oui, tout à fait. À très bientôt. À très bientôt encore. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Salut.